Il est 18h30 sur RCI, place au mag de la rédaction. Eddy Planté, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Avec le micro, c'est bien. Bien sûr. Comme un débutant, eh oui. Non, on n'ira pas jusque-là quand même. Bonsoir à vous, chers auditeurs, bienvenue sur RCI. On salue aussi ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, et évidemment en Facebook Live. On les salue. On salue également les chroniqueurs, comme chaque jeudi. Bonsoir, chers chroniqueurs. Bonsoir, Francette, comment allez-vous? Bonsoir, cher Golvier. Quel bonheur d'être avec vous, vraiment. Même si c'est pour la dernière de l'année. La dernière de l'année, bonheur partagé. Bonsoir, Francette Florimont. Didier Détouche est avec nous. Bonsoir, Didier. Bonsoir, Eddy. Bonsoir à mes camarades, ceux qui vont arriver, ceux qui sont déjà là. Bonsoir, Francette, qui est là-bas. Et puis, bonsoir aux auditeurs, ravis d'être là. Erol Nussier, bonsoir. Bonsoir Eddy, bonsoir aux auditrices, aux auditeurs, bonsoir à notre amie Francette, que je vais appeler Fleurette encore une fois ce soir. Bonsoir Didier Détouche, bonsoir. Voilà, merci. Alors, on en a tellement parlé durant cette année 2022 de la relance économique, la relance de l'activité. Alors, je me suis posé la question justement après le match d'hier de l'équipe de France en me disant peut-être justement la France qui gagne cette Coupe du Monde pour la deuxième édition consécutive. Pourquoi pas dimanche? Elle l'a pas encore gagné. Elle l'a pas encore gagné. Non, dans l'hypothèse. Peut-être aussi, c'est l'une des raisons de la relance de l'activité. Quand on a vu Emmanuel Macron hier exulté, content, heureux dans les vestiaires de l'équipe de France, ça peut être ça. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire qu'il est là, heureusement. Alors, on peut peut-être se dire que s'il est là, peut-être qu'il a peur que la France perde en finale, donc il est venu en demi-finale. On ne sait jamais, mesure de précaution. Maintenant, je rappelle quand même que le Qatar, à travers le PSG et surtout les hôtels parisiens qu'il a rachetés, a déjà investi en France. Donc, il n'a pas attendu la Coupe du Monde pour investir en France. C'est vrai que les pays émergents l'ont bien compris. C'est les droits télé, les droits à l'image, parce que des équipes comme le Japon, qui ne faisaient pas du tout, je dirais, de football, les États-Unis même, la Corée, se sont mis au football. C'est-à-dire quand même, ils ont quand même compris qu'à travers le foot, le droit à l'image, le poids de l'image et le pouvoir de la vente de l'image, le pouvoir commercial de l'image, et enfin le reconnu. Donc le foot, pas le foot, mais l'image est liée au foot. D'accord. Une victoire de l'équipe de France dimanche, Francette. Est-ce que ça va booster l'économie française? Est-ce que relancer l'activité? C'est ça la question. Alors, relancer l'activité, je ne saurais dire, je ne crois pas personnellement. Je pense par contre que c'est toujours bon pour le moral, même en hiver. Et je trouve qu'il y a une très belle conjonction pour la France, en tout cas, de cette ambiance qui était moribonde, avec la guerre, avec les problèmes d'énergie, avec les problèmes climatiques qui sont de plus en plus prégnants dans notre quotidien, dans le quotidien des Français en particulier, l'Europe qui va vraiment mal. Alors, nous sommes dans une période où vous avez une France qui fait battre des cœurs, vraiment, et une période de Noël qui s'annonce quand même, on l'observe en Guadeloupe, de mon point de vue, on peut l'observer aussi en France, je pense, puisqu'on est dans le post-confinement, post-Covid, les gens ont envie de faire la fête, les gens se lâchent. Alors, d'un côté, c'est bon pour le moral, ça peut les amener à se faire vraiment plaisir, donc on peut avoir peut-être un petit effet comme ça sur les chiffres janvier-février. Mais surtout, c'est intéressant, je pense, concernant le sport, parce que vous savez, il y a le sport, il y a le football, j'entendais un journaliste dire récemment, et c'est vrai, le football pèse énormément d'un point de vue économique, et si la France gagne, mais même le fait qu'elle soit en finale de toute façon, vous allez avoir toute cette armada de produits footballistiques, d'accessoires, de vêtements, de tenues de sport, qui de toute façon vont connaître un engouement en termes de consommation considérable. Donc de toute façon, oui, les choses sont déjà lancées. Je ne sais pas si on sera dans une relance, mais les choses sont lancées pour qu'elles soient positives économiquement pour quelque temps. Francette? En fait, je ne veux pas bouder le plaisir de ceux qui aiment le football et d'une manière générale dans un moment morose, mais ce que je constate, c'est que le plaisir est de courte durée. Je me souviens quand la France avait gagné lors de la précédente Coupe du Monde, on sentait une effervescence dans la rue, bien longtemps, les gens à la parole, etc.
là, le quotidien est tellement pas facile pour de nombreuses personnes et puis aussi l'ambiance est, parce que vous n'oubliez pas, on vient de réduire les indemnités des chômeurs là, donc on est en train de préparer une révolution pour la retraite. Même si on entend dire qu'il y a des revalorisations, mais on voit bien dans ce qui est, par exemple, dans ce qui est annoncé, qu'il y a des catégories qui ne sont pas des revalorisations de salaire, qu'il y a des catégories qui ne seront pas concernées. Donc oui, c'est toujours bon, il y a eu du beau jeu, etc. Mais la réalité, je trouve, revient très très vite. Ce qui prouve que, comment dire, donner du jeu au peuple et puis il sera content, peut-être que ça ne marche plus autant qu'avant, quoi. Oui. Alors, Français, ce que tu dis est très intéressant, tu as raison, mais j'étais en train de me souvenir que c'est aussi une question de savoir-faire quelque part, parce que je me souviens comment les États-Unis, quand il y avait eu les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, pendant des années, jusqu'aux années 90, on en a parlé, il y a eu un impact en termes économiques, en termes d'image, en termes de suprématie, et à l'époque de Reagan, en plus, assez phénoménal. Alors certes, nous ne sommes plus dans les années 80, les choses ont changé de nos jours, on est dans une civilisation du zapping, mais il y a aussi peut-être, parce que ça m'interpelle, le fait que souvent ça retombe assez vite, même de point de vue sociétal, on a vu l'échec du Black Blamber en 1998, et je me dis que il y a peut-être, oui, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'investissement même des pouvoirs publics ou des associations ou autres, eh bien une difficulté à surfer sur des succès qui ne sont pas si nombreux que ça, même si je sens déjà poindre une espèce d'habitude de la Coupe du Monde qui fait que les gens peuvent se lasser assez vite. Hein. Oui, on n'est pas en 2000. Je pense pas que ce soit de la lassitude. Je pense que des gens qui aiment le football, qui aiment on sort d'une route du Rhum, etc., qui aiment ça, l'aiment vraiment et ce sont des vrais passionnés. Et de plus en plus de gens s'y intéressent, c'est bien. Mais moi, je pense que ce qui ternit la fête, c'est tout ce qu'il y a autour. Et surtout, je redis, le quotidien des gens est en train de se dégrader. Oui. Donc, si le quotidien des personnes était sur une lignée de transformation et de résolution de problèmes, la fête aurait duré. Mais là, elle est de courte durée parce que le quotidien revient très très vite. Et surtout, même si on a un peu mis de côté tout ce qui a été dit sur les chantiers des Qatar, etc., ça reste quand même en toile de fond. Et on peut pas. Moi, je pense que là, on est dans une période où il faudra revisiter et repositionner des valeurs sur un certain nombre d'actions, dont celle-là. Alors oui, il me semble que alors tout à l'heure donc Didier l'a dit sur la question, nous sommes dans l'ère du zapping. C'est vrai qu'aujourd'hui une information pour être soutenue, pour être retenue, pour être reliée, doit être reliée quasiment 10 fois par jour. C'est-à-dire qu'avec les Olympiques, je pense qu'une ville comme donc Grenoble, pendant des années, de 1968, est quand même resté très très longtemps. Par conséquent, on voit bien qu'à l'époque, on était dans la période où une lettre prenait une semaine à arriver. Aujourd'hui, en un clic, c'est fait. Donc, ça veut dire aussi qu'on a une autre représentation. Ce qui pose problème aussi, me semble-t-il, c'est cette espèce de changement rapide. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, les mesures gouvernementales passent au 49.3. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion et ça va d'un coup. C'est-à-dire que finalement, ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui et les choses se font pas de charge sans qu'il y ait de discussion. Et c'est vrai que quelque part, s'il n'y a pas de discussion, on n'a pas le temps de digérer une information, on n'a pas le temps de s'en imprégner et ça va vite. Et quelque part, c'est angoissant. Il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment finalement de perdre pied, de ne plus suivre ce qui se passe parce que tout va tellement vite qu'ils n'ont plus pris sur la réalité. Et ça, c'est extrêmement angoissant. Et je crois qu'en cette fin d'année, à la fois le basculement qu'on a en fin d'année, puisque vous savez, je rappelle quand même que la fête de Noël est d'abord une fête païenne, c'était la fête qui fêtait les jours sombres pour venir vers la lumière. Par conséquent, il y a toujours cette peur que l'année prochaine ne vienne pas, donc une angoisse très importante. Est-ce qu'il y a un changement ou pas? Mais autre élément qui est important, c'est que c'est le moment des bilans. Et c'est vrai que les gens qui sont en situation de souffrance psychique, notamment les gens qui ont une anxiété forte et une dépression, vivent cette fin d'année de manière extrêmement douloureuse, parce que pour eux, finalement, c'est une année de plus, une année pourrie, une année douloureuse, une année de souffrance. Et je crois que c'est aussi à ce moment-là qu'on a le plus de risque de décompensation. Par conséquent, la Coupe du Monde, effectivement, je crois que ça fait du bien que la France gagne ou pas, l'idée qu'elle soit donc
donc en finale, c'est une chose qui est importante. Sauf que j'ai le sentiment que la cohésion que cela avait en 98, on ne l'a pas retrouvée dans la Coupe de 2004, je crois. Enfin, en tout cas, celle que la France a donc gagnée. Ça veut dire que 2018. Il y a effectivement une difficulté à créer un ciment, à créer un ferment pour que l'on travaille ensemble. Et je crois que c'est l'enjeu pour 2023. Ah. Qu'est-ce qui va faire union? Alors, justement, oui, vous voulez intervenir, on disait. Oui, enfin, mais sans anticiper peut-être la question est dit, mais ce que dit Erol est très intéressant parce que par contre, bon, si on quitte un peu les rivages du domaine économique, de point de vue social, voire sociétal, hein, c'est-à-dire tout ce qui englobe le fonctionnement de la société, y compris le culturel, moi, ce que j'observe par contre me laisse un petit goût amer quand même parce que en 98, c'est vrai qu'il y a eu cet élan, ce Black Bomber qui ensuite a échoué parce que la réalité a rattrapé. On a eu une longue période, ensuite une longue montée de rivalité mémorielle, et ensuite de basculement vers le post-colonialisme aussi qui a ses vertus mais aussi ses défauts. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une espèce de guerre des tranchées communautariste et identitariste absolument phénoménale. Et je voyais la une du quotidien Libération qui titrait que hier, après la demi-finale, eh bien, vous avez eu des mouvements de violence, des groupes identitaires, néo-nazis, d'extrême droite, mais pas que, hein. De l'ultra-gauche aussi, qui se sont affrontés ou qui ont causé des dommages à Paris et dans certaines villes. Et en fait, nous sommes dans une Coupe du Monde où effectivement nous avons une équipe française multicolore, voire même très africaine entre guillemets, et c'est très bien d'ailleurs, mais française avant tout, ça dérange hélas de plus en plus. Oui, et on se retrouve dans une situation où ces facteurs d'agrégation qui devraient naître de la performance ou autre, mais on se rend compte que ça ne suffit plus et que même le sport devient un facteur de division et d'accentuation des antagonismes entre plusieurs groupes de la société française. Et pour faire le parallèle également avec, ou le lien plutôt avec ce qu'on voit en Guadeloupe, moi j'ai été un peu amusé d'observer, je pense qu'on a tous vu un petit peu ça, quelque part les dégâts qu'ont causé dans la relation à la France d'un certain nombre de Guadeloupéens, donc un éloignement, les dégâts qu'ont causé les derniers événements et surtout la relation du pouvoir, notamment présidentielle avec la Guadeloupe et les Guadeloupéens, parce que je n'avais jamais vu autant de mes proches ou de mes amis me dire moi rien à faire, je ne soutiens pas la France ni les Bleus, c'est l'Afrique. Le Maroc, on pourra en parler, hein, de l'africanité du Maroc, mais en tout cas, c'est la première équipe d'Afrique que je vais soutenir, c'est l'Afrique, et bien évidemment, quelques jours avant, c'était le Brésil. Donc, on est passé du Brésil au Maroc, mais je peux vous dire que c'était pas les Bleus, et d'habitude, je n'avais pas autant de personnes qui me disaient, non, moi, même parmi des étudiants ou autres, c'est assez phénoménal, quoi. Donc, je me dis, il y a aussi des choses à voir à travers cette Coupe du Monde chez nous, sur ce qu'elle dit de notre relation, parce que c'est l'un des rares moments d'unité, entre guillemets, d'effervescence nationale. Alors, évoquons justement cette année 2022. Comment on peut la qualifier? Est-ce une année de transition selon vous avant 2023, qui pour moi serait une année de réforme? On a évoqué justement la politique du gouvernement. C'est quoi? Comment on peut la qualifier avant 2023, cette année 2022 qui intervient après une période compliquée du Covid? C'est la question de la réforme, oui. Français. Oui, moi avant de la qualifier, je vais rappeler quelques faits qui quand même montrent que ça a été une année très bouleversante à plus d'un titre et notamment pour nous. J'ai trouvé que le premier semestre a été à peu près mouillé, pas grand chose. Enfin bon, il y a des trucs, mais bon, c'était pas. Et puis ce dernier semestre a été quand même à partir de juillet. Un certain nombre d'études, un certain nombre de travaux du Sénat, etc. sont sortis. Je peux les citer. L'étude de l'INSEE sur la pauvreté en juillet qui a vraiment remis le sujet au centre du village, c'est-à-dire que nous sommes principalement une population pauvre. Et une population qui est principalement pauvre, 56% pour près du seuil de pauvreté ou en dessous, pour la Guadeloupe, on ne peut pas traiter cette population comme si c'était 76% comme en France continentale, qui sont des gens qui n'ont pas de problème avec de pouvoir, enfin pas de problème, qui sont vraiment au-dessus du seuil de pauvreté. Donc ça, c'était vraiment
Ça faisait longtemps que cette étude n'a pas été faite. Autre chose, les travaux qui sont sortis sur l'eau, on voit qu'il y a c'est le CESE qui a fait ce travail remarquable et qui montre qu'il y a des points de gouvernance partout outre-mer, c'est pas seulement en Guadeloupe, partout, sur les déchets, ça vient de sortir, là c'est le Sénat, et qui carrément dit que on n'a jamais rien fait sur la politique des déchets, et c'est vrai parce que les éco-organismes ont obtenu du ministère pour collecter l'argent, mais de n'être pas obligés de mettre en place les politiques. Ce n'est que tout à fait récemment qu'ils commencent à le faire. Donc ça remonte. Qu'est-ce qui remonte encore? La corruption. Que effectivement nous sommes dans le top 10 des territoires qui sont concernés par ce fait, et que c'est surtout le fait des élus et des fonctionnaires. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça, sans parler du chlordécone avec le non-lieu et ce fameux colloque qui vient de se tenir. Moi, je trouve qu'en cette fin d'année, sur le dernier semestre, il y a eu un certain nombre de choses qui sont remontées, qu'on voulait mettre sous le tapis jusqu'à présent, et qui aujourd'hui, c'est clairement établi et qu'il faudra les traiter en 2023. Et on sort de là un peu groggy parce qu'on se dit, waouh, la montagne est haute, mais moi, on va pas ça. Il faut simplement qu'effectivement, et ce matin, il y avait, c'est les 40 ans de l'université. On va en parler, oui. Et il y avait les deux présidents qui se sont retrouvés en Martinique et qui, la main dans la main, ont répété qu'il faut arrêter les querelles et qu'une université est un moyen de rayonnement et puis surtout un outil d'expérimentation pour aider à bâtir des politiques publiques adaptées. J'ai bu du petit lait en espérant que ça ne va pas rester que des mots, quoi. Donc c'est vraiment une année qui nous met face à nous-mêmes, et comme la centralité a ses problèmes, si on ne les prend pas en compte, nous nous pète la cape, quoi. Une année 2022 à digérer, en fait. Une année à digérer. Ouais. Mais alors, moi, j'ai deux sentiments. J'ai le sentiment qu'avec le rythme des réformes qui doivent de toute façon se faire, oui, qu'il y aura une difficulté à suivre le rythme. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, parce que même si en Guadeloupe, on est passé quand même très rapidement d'une vie totalement rurale et campagnarde à une vie semi-urbaine avec toutes les difficultés que cela entraîne, mais moi, ce qui me pose souci, c'est un peu la réalité qui nous rattrape. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand même que le problème de l'eau, on ne peut pas passer notre temps à le mettre à distance. Le problème de chlordécone, au-delà de la question, je dirais, de responsabilité de l'État qui n'a pas été retenu, etc., mais il y a quand même quelque chose de l'ordre il y a une campagne d'ailleurs qui est faite pour le dénommagement des gens, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, je dirais, manières de prendre le problème. Et je crois que la question aujourd'hui, c'est quelle diversité de réflexion il peut donc mettre en place. La troisième, c'est quand même le constat, me semble-t-il, le constat d'une forme d'échec des programmes dans l'organisation, dans les prévisionnels guadeloupéens. Martiniquais aussi d'ailleurs, je pense que de ce côté-là, parce que vous savez, il y a une différence. Quand il faut faire la déclaration de Basse-Terre ou de Fort-de-France, tout le monde est là. Mais quand il faut travailler ensemble dans le quotidien, nous ne sommes plus frères. C'est-à-dire que il faut qu'on aille au-delà de la déclaration d'intention et qu'on aille dans une véritable coopération. Parce que ce qui pose problème, c'est que aujourd'hui, et c'est il faut qu'on essaye, quand je parle de fédérateur, je veux dire que les politiques essaient de faire comprendre aux gens que tout le monde ne peut pas avoir son terrain de football, tout le monde ne peut pas avoir sa piscine, tout le monde. Il faut qu'il y ait quelque chose où on construise ensemble. Et malheureusement, je suis pas certain que nos politiques, y compris ceux qui dirigent au plus haut niveau, soit dans cette logique-là de trouver ce qui fait commun. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette idée de l'électoralisme, il faut faire plaisir aux gens, alors qu'en généralité, on ne construit rien avec ça. Autre sentiment d'échec, c'est sur la question de la lourdeur, je dirais, du personnel. Comment voulez-vous investir dans une collectivité quand vous avez près de 80% de masse salariale? Ça veut dire que là, encore une fois, on repousse le problème à plus tard. Mais il va quand même falloir se poser ce vrai problème. C'est-à-dire que est-ce que finalement l'argent sert à arroser les copains, à faire en sorte que l'on fasse, qu'on nourrisse notre capacité à voter et à être élu, ou on passe à un véritable projet pour le pays? Là encore, j'ai le sentiment qu'on n'est toujours pas là-dedans. Donc par conséquent, on a d'un côté des intentions, je dirais, louables, certes, mais dans la réalité, dans le quotidien, gestion de l'eau, la gestion de l'investissement, quel projet, enfin, je ne suis pas un économiste, mais enfin, on peut être smithien, on peut être keynésien, enfin,
on a un projet. Là, il y a 0 projet. Et c'est vrai que ça, on ne pourra pas passer notre temps dans cette hypothèse, dans des déclarations, dans les intentions et dans la réalité. Et ce qui me pose problème d'ailleurs, c'est que nous sommes revenus vers finalement une situation extrêmement régressive. Pourquoi? Aujourd'hui, la question de l'eau, l'État est en train de reprendre la main, mais je crains qu'il reprenne la main sur d'autres questions. Et ça veut dire que finalement, l'intention qu'avait Mitterrand, donc à l'époque, quand il a pensé, comment dire ça, quand il a voulu sortir du centralisme parisien, mais finalement, on est en situation d'échec. Et ça, ça me pose oui. Je rappelle simplement ce qui s'est passé pendant le confinement. On nous confinait sous couvert de santé, mais je rappelle que quand un président dit « nous sommes en guerre », ça lui donne la possibilité de changer toutes les lois. Et c'est ce qui s'est passé. Et en avril 2020, je ne sais même plus qu'en 2020, Monsieur Bruno Le Maire a présenté ce qu'il voulait que soit la France à 2050, et c'est entre autres connecté, enfin un certain nombre de choses, et tout ça redonne des prérogatives au préfet. Effectivement, notamment, par exemple, et les choses sont à l'œuvre. Regardez, la présidente de la commission de régulation de l'énergie était en Martinique il n'y a pas très longtemps, et qu'est-ce qu'elle est venue signer? Une reprise en main de l'écriture des programmations pluriannuelles de l'énergie par la Creux, au motif que les collectivités ne peuvent pas, enfin, ont du mal à le faire, et que surtout, pour être dans le projet présenté par M. Bruno Le Maire en avril 2020, que la France soit un pays électrifié, connecté, etc., eh ben, il faut que l'énergie avance. Et comme nos élus font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire des révisions toujours lentes, eh ben, l'État reprend la main. Donc, ce que tu dis était déjà écrit depuis avril 2020, et c'est ce qui se passe. Donc le gouvernement s'est servi de la crise sanitaire pour reprendre la main, c'est un peu ça, vous dites? On ne signe plus de chèque en blanc. Le gouvernement s'est servi de la crise pour reprendre la main. Sur beaucoup de sujets, sur l'urbanisme, sur beaucoup de sujets, sur la biodiversité, etc., sur beaucoup de sujets, il y a des choses qui se passent et qui nous concernent et qui ne se passent pas outre-mer. Didier. Par exemple, ils sont en train de, au niveau énergétique, vous avez entendu que le président veut que d'ici mai-juin 2023, l'ensemble 2024, l'ensemble des zones où il y aura de l'éolien en mer sera les zones exclusives, etc. Seront déterminées. Il y en aura outre-mer. Est-ce que nous sommes associés à ces réflexions? Non. Donc, ce qui veut bien dire que, comme nous sommes concentrés sur un quotidien qu'on manque de vision, eh ben, il y a des choses qui se passent et ça convient très bien à l'État pour pouvoir reprendre la main. Didier, il faut vite oublier 2022 tout en craignant 2023. Non, on craint pas, on se met au boulot. Je m'attendais pas. Non, c'est très pessimiste. Non, 2022 est une année qui, personnellement, j'ai trouvé assez étonnante parce que ça a été une année de restauration, je trouve. Je ne m'attendais pas à ce que, en tout cas en Guadeloupe, après les événements très difficiles que nous avons vécus, je ne m'attendais pas à avoir autant d'optimisme et d'enthousiasme dans la remise en place de projets ou la création de nouveaux projets dans tout un certain nombre de domaines. Ensuite, alors bien sûr, il y a eu de la casse, et ceux qui se sont retrouvés dans la casse, ils se sont pas plaints et ils ont malheureusement disparu, ils ont fait autre chose. Mais j'ai vu beaucoup qui étaient dans une situation de casse qui se sont relevés et qui ont montré l'exemple, sans se plaindre, en travaillant, en créant autre chose, en se diversifiant. J'en connais même personnellement qui ont dit c'est comme ça, je saute 2 fois plus haut. Donc ça c'est formidable pour la Guadeloupe. J'étais aussi étonné de voir que de point de vue moral, on est un peuple solaire, donc nous aimons vraiment être malgré nos colères épidermiques, nous sommes souvent dans une projection de joie, de solidarité, de partage, de fête aussi. Et j'ai vu qu'il y avait à bien des moments une bonne humeur, de la joie, une envie d'aller de l'avant, une envie de ressouder les liens, surtout dans les écoles, surtout en matière de culture. Bon, et on voit là, avec Noël qui s'achemine vers nous, on voit à quel point
il y a des projets culturels notamment qui sortent. Bon. Et puis j'ai été surtout surpris, je reste un petit peu sous 2022, mais ça permet de définir peut-être 2023. J'ai été très surpris, très agréablement surpris, et pour y avoir aussi participé un petit peu à ma modeste place, eh bien de l'effervescence culturelle incroyable qu'on a vécu et qu'on vit depuis 2 ans, d'un côté avec une forme de résistance culturelle, politique, idéologique affirmée. Quelle est la place pour la culture? Et nous voulons, les artistes, enfin un certain nombre d'artistes disent, nous voulons que les choses changent complètement et nous prenons entre guillemets un peu le pouvoir au moins de la parole pour qu'il y ait une action qui soit mise en place. Et bon, ce combat continue. Mais il y a eu aussi de la création à tous les niveaux, création littéraire. Je l'ai déjà dit à ce micro, je crois, mais c'est étonnant de voir à quel point comment aujourd'hui se libère la parole, se libère l'écriture, se libèrent les moyens d'aller vers un public et de partager des idées. Et puis nous avons énormément de musiciens. On a Arnaud Dolmen qui est récompensé en ce moment à de multiples reprises c'est un artiste batteur. On a des comment dirais-je, des artistes qui font de la scène. Moi, je pense à Alex Catherine, par exemple. Il nous a gratifié, qui aimons le zouk, qui nous a gratifié de nos concerts mémorables. Donc, il y a des gens comme ça qui sont toujours là, qui sont présents. Donc, je trouve que 2022, c'est une année pour moi de restauration, de résilience affirmée et manifestée. Et qui annonce 2023, et là je rejoins les réflexions pertinentes que je trouve très pertinentes, à la fois des rôles mais aussi de France 7. Nous sommes pour moi dans une année, oui, Eddy, de transition, mais je dirais presque plus une année de reconfiguration. Parce que je crois que pas mal d'acteurs, je vais être très global et synthétique, peut-être même un peu trop flou, mais je crois que beaucoup d'acteurs se sont rendus compte qu'il fallait réintroduire plus de sagesse dans un certain nombre d'actions. Et dans le même temps, on se rend compte aussi qu'il faut que chaque acteur devienne plus autonome au niveau local, au niveau national. Un exemple, la souveraineté alimentaire, on en parle en France, la souveraineté énergétique, on en parle en France, et on n'a pas attendu la guerre avec Poutine pour ça. Tout de suite, le Covid a montré que non, on partait dans des choses qui n'étaient pas correctes, qui n'étaient pas intéressantes. Nous nous posons vraiment la question de la réduction de toutes ces importations et une projection vers l'autonomie alimentaire pour consommer plus local. En France également, ils commencent à comprendre que 80% de l'Île-de-France en production céréalière ne peut pas aller nourrir les animaux de la planète. Il faut aussi penser à garder, chez soi, de quoi nourrir son peuple. Alors, je crois qu'il va y avoir plus d'écologie, plus de conscience écologique, plus de savoir-faire à la fois artisanal, artistique et scientifique, et qu'il va y avoir aussi des oppositions plus fortes avec cette centralité dont France 7 parle, parce qu'elle est bien présente en réalité. Depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, nous assistons à une reprise en main de l'État par l'administration et par les grandes forces politique à l'intérieur de l'administration. Et Macron n'avait pas le choix parce qu'il était plus ou moins seul et qu'il n'avait pas de cadre politique pour tenir les différents ministères, et donc il s'appuyait sur une administration tout en la combattant un petit peu. Mais ce mouvement s'est accentué très fortement. On l'a vu lors du Covid justement, on l'a vu avec cette reprise en main, parce que l'État a aussi sa dynamique propre. Et au niveau des collectivités locales, on est dans une redéfinition par rapport aux lois, à la loi 3DS notamment, on est dans une redéfinition du cadre uniquement de mon point de vue contractuel avec l'État. C'est-à-dire quel type de relation, quel partage. Oui. Mais nous devons nous poser la question et participer au débat. On attend les élus là-dessus, mais je les crois volontaires. Nous devons nous poser la question des compétences vraiment que nous voulons exercer. C'est pour ça que ça sera une année de reconfiguration. Effectivement, donc ça qui peut mettre aussi à l'écart nos élus. C'est l'année ou jamais pour s'affirmer. Oui, c'est l'année ou jamais, tu l'as bien dit. Vous savez, mais surtout, je pense, pour construire, parce que je crois que il y a, alors, vous savez, ce qui nous porte toujours souci, c'est la notion de l'opposition. On sait souvent, on vote contre quelqu'un et non pas pour un autre. Absolument. Et c'est vrai que là, on est actuellement, les élus sont opposés à l'État. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous proposez? L'État a des choses. C'est-à-dire, quand on parle de prise en main, de reprise en main, je crois que c'est extrêmement vrai. Pourquoi?
parce qu'aujourd'hui, on ne signe plus de chèque en blanc. C'est-à-dire qu'à l'époque où l'État vous disait, faites pas de problème, je vais gérer, c'est plus possible. Justifiez de vos dépenses, justifiez de l'argent que l'on vous donne. Et c'est